La Cité européenne des scénaristes présente... La différence du service public avec les chaînes privées, c'est pas l'ennui. C'est la variété des sujets, des incarnations. On peut prendre des paris sur des autrices ou des auteurs nouveaux, sur des sujets difficiles, mais on reste un ensemble de chaînes gratuites, populaires. Parfois on a l'impression, non mais vous êtes le service public, on s'en fout si c'est intéressant. Bah non en fait. France TV Cinéma et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Comme on est dans une société depuis une vingtaine d'années d'extimité, aujourd'hui, on parle de tous nos petits problèmes, ce qui peut être intéressant. Parfois, ça l'est pas du tout. Donc moi, c'est plus aussi ce regard-là que j'apporte en disant « Pardon, mais ok, ton problème d'allus valgus, je suis pas sûre qu'on arrive à faire un film dessus. » J'exagère, mais il y a quand même un espèce de travers dans le cinéma français aussi, dans ce qu'on lit, de beaucoup d'objets qui ont ce côté un peu thérapeutique. Peut-être qu'il faut faire une thérapie avant d'écrire un scénario. Leur métier ? Sélectionner sur scénario des futurs films de cinéma pour s'en réserver à l'avance la première diffusion télévisuelle gratuite. Dans ce 47e numéro de l'émission, la parole est à 3 pré-acquéreurs de cinéma pour le compte de la télévision. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 3, mes invités du jour ont pré-acquis, en l'occurrence chez France Télévisions, la diffusion de centaines de films de cinéma, parmi lesquels, dernièrement en salle, Le Rêve américain, Couture, LOL 2.0, À pied d'œuvre, Le Mage du Kremlin, L'affaire Bojarski, Dossier 137, Chien 51, Furcy né libre, Arco, L'inconnu de la Grande Arche et j'en passe. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, voici un peu de contexte quant au métier de mes invités du jour, avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà. Contrairement à nos 2 premiers épisodes consacrés à des diffuseurs, donc TF1 puis Canal+, où l'on s'intéressait strictement à leurs fictions originales, donc séries et unitaires destinés en premier lieu à eux, à la télévision, l'épisode du jour se penche à l'inverse, et en l'occurrence chez France Télévisions, uniquement sur les films initialement destinés à la salle de cinéma. On ne va donc pas traiter des unitaires originaux ou séries originales de France Télé, et par ailleurs on ne parlera pas non plus de cinéma rediffusé, vous savez ces films qu'on revoit à la télé année après année. Aujourd'hui on parle de l'enjeu de la première diffusion télé gratuite d'un film de cinéma. Ça peut paraître niche, mais il y a beaucoup de choses à dire. De fait, notre discussion sera aujourd'hui, et pour la première fois, à cheval entre l'écosystème des diffuseurs d'une part, et surtout l'écosystème du cinéma d'autre part. Ainsi, l'échange entrera particulièrement en résonance avec ce qu'on a consacré aux producteurs de cinéma et aux distributeurs de cinéma, car, et c'est ce sur quoi je voulais arriver, les unités cinéma des chaînes de télévision gratuites, aujourd'hui France Télé, mais pourquoi pas M6 ou TF1, s'inscrivent dans la fameuse chronologie des médias. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore écouté l'épisode des Le Scénario avec les distributeurs de cinéma, je rappelle donc qu'en France, en général, la société de production pré-vend son film sur scénario, sans donc l'avoir encore fait, ce qui lui permet de récolter l'argent avant de fabriquer, puis de livrer le film aux intéressés. Et puisque le film en France sera potentiellement diffusé d'abord par le distributeur au cinéma, puis par l'éditeur vidéo en DVD VOD, puis par 1 à 2 chaînes de télé payantes, généralement du groupe Canal+, donc Canal+, Ciné+, OCS, puis par une plateforme de streaming, Disney, Amazon, Netflix, etc., et enfin par 1 à 2 chaînes de télé gratuites, eh bien, chacun de ces futurs intervenants est invité préalablement à préfinancer le futur film, moyennant le versement de ce qu'on appelle un minimum garanti, ce qui lui conférera donc en retour l'exclusivité de l'exploitation future du film sur une période et sur un support donné. Tout cela nous amène ainsi à France Télévisions en bout de chaîne puisque ce groupe public a le droit, en préacquérant un film de cinéma, de le diffuser en exclusivité à la télé gratuite pour la première fois en France, 22 mois après sa sortie au cinéma. Alors, entre en jeu un jargon administratif dont je vous détaille ou rappelle ici quelques termes au cas où. France Télévisions distingue dans ce cadre-là ses pré-achats de ses pré-financements. Un film pré-acheté ne leur donnant le droit qu'à la future diffusion télé, alors qu'un film pré-financé les rend coproducteurs, donc copropriétaires du film sur la durée,
intéressés financièrement alors non seulement à la future première diffusion sur leurs antennes, mais aussi au succès de ce film sur les autres supports qui le précèdent et qui le suivent, donc salle de cinéma, vente internationale, etc. Vente internationale d'ailleurs qu'on appelle vente inter pour les intimes, vous entendrez ce diminutif aujourd'hui. En gros, le pré-financement d'un film coûte plus cher à France TV, est plus risqué que le pré-achat du film, mais leur accorde aussi plus de droits derrière et pas seulement la future diffusion. Par ailleurs, on parlera aujourd'hui de grille et de fenêtre. La grille étant le programme télé, en gros, autrement dit la liste des programmes diffusés heure par heure, jour par jour, dans laquelle s'insèrent les films de cinéma pré-acquis. Grille de programmation qui, soit dit en passant, est gérée non pas par l'unité cinéma de la chaîne de télé, celle qu'on reçoit aujourd'hui dans cet épisode et qui pré-acquiert les films, mais par une équipe distincte dédiée à cette programmation. Et la fenêtre, donc, réfère à la période où un diffuseur, en l'occurrence France Télé, a le droit d'exploiter un film. On parle ainsi de fenêtre de diffusion, qui s'ouvre donc au plus tôt pour eux, on l'a dit, en l'occurrence, je le rappelle, à 22 mois de la sortie d'un film en salle. Enfin, puisque ce podcast fonctionne par métier, je rappelle que les interlocuteurs et interlocutrices des porteurs de projets chez les diffuseurs, par exemple chez France Télévisions, s'appellent les conseillers programmes, aussi appelés conseillers antenne ou conseillers artistiques. Les producteurs et scénaristes échangent donc avec des conseillers programmes, et ce, peu importe pour le coup qu'il soit question de séries et d'unitaires d'une part, ou de films de cinéma d'autre part. Ce ne sont pas les mêmes équipes, certes, pas exactement les mêmes métiers, mais au sein des diffuseurs, c'est la même dénomination. Et donc aujourd'hui, ce sont les responsables de ces conseillers de programme que nous recevons, à savoir la responsable de France 2 Cinéma, celle de France 3 Cinéma, et enfin leur directeur à toutes les deux. Vous savez tout, avant de laisser mes invités se présenter, il me reste à vous rappeler que les formations professionnalisantes S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes se poursuivent. Toutes les dates sont à retrouver sur le site web s-com-scénario sans accent.com si vous souhaitez apprendre ou approfondir le métier de scénariste, avec notamment des modules en e-learning proposés donc à distance si cela vous arrange. Je mets le lien en description et vous laisse avec l'épisode du jour enregistré en février 2026. Valérie Boyer, je dirige la filiale de France 2 Cinéma. Et les derniers films que vous avez sortis? Le dernier, c'est la semaine dernière, À pied d'œuvre, de Valérie Donzelli. Demain, LOL 2, de Lisa Azuelos. Et mi-janvier, nous avons sorti L'affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé. Bonjour, Cécile Négrier, je dirige France 3 Cinéma. Parmi les derniers films que nous avons coproduits qui sont sortis en salle, Le Chant des forêts, sorti le 17 décembre 2025 et qui se porte très bien dans les salles. Nous avons sorti aussi le film de Joséphine Japy, Qui brille au combat. Très joli premier film de cette comédienne passée à la réalisation. Manuel Elduy, je suis directeur du cinéma et président des 2 filiales au sein de France Télévisions. Pour citer d'autres films, nous avons 2 longs métrages d'animation portés par France 3 Cinéma en lice pour les Oscars. Donc il y a Arco et Amélie la métaphysique des tubes. Est-ce que vous vous souvenez du premier scénario de cinéma que vous avez préacheté pour une diffusion télé, ou des premiers? Alors, j'étais pas à ce poste. Je travaillais chez France 3 Cinéma avec feu Jean-Claude Lamy. J'étais conseiller artistique, responsable de l'accueil des projets, ce que fait aujourd'hui Pascal Sénéki au sein de France 2 Cinéma. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense qu'un des premiers scénarios que j'ai lu à l'époque était tout simplement Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet. Ah ouais. Voilà. Je suis arrivée dans une période qui était différente, avec des films très forts. Période différente dans un sens éditorial ou dans un sens... Les temps ont changé, on faisait beaucoup moins de films surtout. Quand vous reprenez les chiffres de la filiale, alors je parle même pas de ses débuts où on en faisait 8 par an, on en faisait beaucoup moins. C'était 120 battements par minute de Romain Campillo. Ok. Je me souviens que je suis arrivée fin janvier 2016 et qu'il y avait beaucoup de scénarios papier à l'époque à lire quand je suis arrivée. Et je me souviens de celui-ci, parmi ceux que j'ai lus, j'en ai lu d'autres à ce moment-là, mais je sais qu'il a fait partie de la première salve des 60 projets que j'ai dû avaler avant le premier comité, puisque c'est à ce moment-là qu'on a mis en place des comités. Et je me souviens de l'écriture particulièrement rythmée de ce film qui m'a scotché parce que je me souviens que c'était une lecture nocturne pour le coup et qui m'a tenue éveillée jusque tard dans la nuit, et je me souviens de la rencontre après et je me souviens de l'aventure de ce grand film. Moi, ça remonte à la période de 2002-2003. J'étais donc dans le groupe Canal+, au sein du pôle des chaînes thématiques Ciné+, qui à l'époque s'appelait encore Ciné Cinéma avant qu'elle soit renommée. Et je crois que l'un des premiers scénarios qu'on m'ait donné à lire, c'était le premier film de Xavier Giannoli, Les corps impatients.
qui a été produit par Édouard Veil. Après, je suis passé à Canal+, on a accompagné ses films, etc. Puis c'est aussi un auteur qui est suivi ici à France Télévisions depuis longtemps. Il y a son prochain film, Luchère. Qui a changé de titre. Qui va sortir au mois de mars. Et Les Corps Impatients, je m'en souviens aussi, parce que c'était un des premiers films que Ciné+, pour prendre le nom, avait préacheté en première fenêtre, à la place de Canal+, qu'il avait refusé. Au sein d'un même groupe, du coup, c'était possible. Oui, au sein d'un même groupe. En fait, au début des années 2000, Canal+ faisait déjà du préachat de long métrage depuis un certain temps, avec à sa tête, pour faire cette activité-là, Nathalie Bloch-Lenné. Et au début des années 2000, il y a eu un changement dans la réglementation. À l'époque, c'était le CSA et non pas l'ARCOM comme aujourd'hui, qui demandait aux chaînes thématiques cinéma de préacheter des films, de ne pas se contenter d'acheter des films de catalogue. Et donc, on a dû commencer, au sein du pôle Ciné+, à lire des scénarios. À quel moment du financement d'un film de cinéma donc entrez-vous en jeu, donc pour du préachat antenne, et où en est le scénario en général? On nous transmet un projet, un scénario, que nous lisons, que nous faisons lire aussi à des lecteurs qui travaillent pour nous. En ce qui concerne France 2 Cinéma, c'est environ une dizaine. Et puis Pascal Sénéquier, dont je parlais tout à l'heure, qui est en charge de l'accueil des projets, dispatche tout ça. Une dizaine interne à l'entreprise ou une dizaine notamment des freelances ou autres? C'est que des freelances. Ok. Et puis, en fonction de notre lecture, de notre appréciation, on décide ou pas, sachant que notre porte n'est jamais quand même fermée, de recevoir le producteur et le réalisateur, parce que c'est aussi lui qui nous intéresse. Peut-être préciser que cette lecture, elle intervient quand le projet il est complet, c'est-à-dire qu'il y a un producteur, un devis, un casting prévisionnel, un distributeur en salle. Alors pas toujours, tout n'est pas complètement figé non plus, mais il y a des éléments de filtre. C'est sur ces bases-là qu'on peut commencer à travailler. Donc il y a aussi une équipe donc distributeur de salle, et forcément là par exemple avant que vous entriez en scène, vous n'allez jamais vous positionner sur un film qui n'a pas distributeur salle par exemple. C'est parfois en cours. Il faut resituer aussi l'intervention d'un groupe de chaînes gratuites comme France Télé, c'est pareil pour TF1 enfin c'est même différent de nos concurrents privés TF1 ou M6. On intervient pour être coproducteur, donc associé au succès ou pas du film sur différentes exploitations, et deuxièmement pouvoir le diffuser sur nos chaînes. Mais la diffusion sur nos chaînes, c'est la dernière exploitation dans les primo-exploitations d'un film. Le film, il va d'abord sortir en salle, être exploité en VOD, sortir sur une chaîne payante, peut-être sur une deuxième. Peut-être sur un streamer aussi. Ouais. Et après, il arrive sur une chaîne gratuite. Donc, il n'est pas dans le cycle normal des choses, même si ça peut nous arriver, d'être les premiers à parler sur un scénario déjà accompli. Normalement, on espère que le reste du marché... Comme dans la chronologie, vous êtes à la fin, logiquement, vous arrivez à la fin aussi dans la chronologie de financement. Il y a beaucoup de producteurs qui aiment bien avoir un intérêt chiffré, idéalement de n'importe quel partenaire, y compris France Télé, en premier pour essayer de déclencher un intérêt. Mais nous, on est quand même les derniers à exploiter un film. Donc normalement, on peut espérer que d'autres exploitants, je les appelle comme ça. Pas qu'on soit trop en concurrence non plus, Emmanuel. Non, pas du tout. Mais on a besoin de savoir dans quel environnement de diffusion le film va s'exploiter. Est-ce qu'on va avoir avant nous Canal+ et Netflix? Est-ce qu'on va avoir que Netflix? Est-ce qu'on va avoir personne? Ah, tiens, c'est étrange. Ça nous arrive très très rarement, voire quasiment jamais. Voilà. Je donne beaucoup d'importance au positionnement du distributeur dans le projet qu'on va étudier. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà eu une discussion sur le positionnement du film entre le producteur, le réalisateur et celui qui va mettre le film dans les salles et donc qui va travailler la logique de désir vis-à-vis du public. Et c'est très important pour moi que ce travail ait déjà été fait en amont quand ils viennent nous voir. Alors pas forcément signé, abouti, etc., mais qui est déjà une réflexion sur est-ce qu'on veut faire un film qui touche un grand public large, est-ce qu'on veut faire un film à RSC qui aura une carrière festival, et donc la typologie du distributeur va pas donner la même couleur au texte. Il y a plusieurs façons de lire un texte. Je comprends. Et c'est super important que le producteur ait fait ce travail de se dire, moi, je veux faire une comédie grand public, ou alors je veux faire un film qui sera le premier de l'accompagnement d'un auteur et on va écrire une histoire ensemble. C'est pas du tout la même façon de travailler. De même qu'on ne lit pas pareil un projet suivant l'équipe qui est autour, on ne lit pas pareil un projet suivant les financements finalement ou les distributeurs qui est autour pour vous, parce que le film aura une identité pré-créée par les précédentes diffusions, celle antérieure à la vôtre, au fait que vous préférez arriver après, j'imagine. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Donc t'en as parlé un peu Valérie pour France 2, mais et pour France 3, quel est votre process de réception des projets? Est-ce qu'il est identique à France 2? Est-ce qu'il est distinct? C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on reçoit environ 300 projets par an, avec effectivement une version quasi def d'un scénario porté par un producteur, un réalisateur,
un casting principal, un distributeur. Ok. Et on en prend entre 25 et 30 par an, donc on est sur 90% de refus à faire tous les jours. Est-ce que tout est lu? Tout ce que vous recevez est lu par quelqu'un? Tout est lu, ouais. Ok, et vous mutualisez vos 10 lecteurs dont vous parliez vis-à-vis de France 2 ou chacun a ses lecteurs de scénario pour sa chaîne? Chacun a ses lecteurs de scénario. Moi, j'ai un pool d'à peu près 25 lecteurs. Parité, garçons, filles, âges très différents. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire un pool de lecteurs aussi avec des personnes de plus de 50 ans. Ok. Parce que on s'adresse à un média populaire avec un âge moyen relativement élevé, puisqu'on est à plus de 60 ans sur les deux chaînes France 2 et France 3 du groupe. Donc c'est aussi important que moi j'ai des regards de lecteurs, lectrices. Puis lecteur est souvent un métier junior en plus, donc c'est vrai que c'est encore d'autant plus difficile. Exactement. C'était un des paris, mais on est à peu près équilibré aujourd'hui. Et freelance aussi du coup. Ouais. Vous n'avez pas un comité interne, vous rassemblez ensemble pour faire les décisions avec aussi des lecteurs? On n'a pas de comité de sélection. On a un comité tout court. Cécile et moi faisons la sélection. On présente un certain nombre de projets validés aussi par Manuel, qui a quand même un regard là-dessus. Et puis un comité mensuel avec les antennes, la présidente, Stéphane Sidbon-Gomez, numéro 2 du groupe, et nous délibérons de on y va pas. Mais il y a déjà le tri qui est fait, parce que les pauvres, si on les assène de 40 projets par comité, ça va pas aller. Tous les projets qui nous plaisent ou pas ne vont pas aller en comité. C'est très commun à tout ce que fait France Télé, les unités de programme. Donc là, on parle des filiales cinéma, mais on peut avoir le même constat sur l'ensemble des unités de programme. Leur premier travail, c'est de réceptionner les projets, de les analyser et de refuser l'essentiel. Ok. Ensuite, ce qui a été présélectionné, qui correspond à toutes sortes de paramètres sur lesquels on pourra revenir, c'est ça qui va faire l'objet de la suite du process, d'un débat entre nous, le comité mensuel, etc. Mais en gros, il y a 3 étapes de sélection. Il y a une étape auprès des lecteurs, auprès de vous, et puis après auprès de comité mensuel. Alors, moi, je me fie jamais au retour des lecteurs extérieurs parce que, effectivement, ils sont extérieurs. Et je sais pas s'ils regardent la télévision, je sais pas quel est leur mode de vie, etc. ou quels sont leurs prismes personnels. Donc, tout est lu par les lecteurs, mais moi, j'ai quelqu'un qui est conseiller de programme et qui lit tout aussi. Pas que des fiches, qui lit tous les scénarios aussi. Tous les textes que nous recevons. Ouais. Ah ouais, ok. Et à partir de là, on fait un premier tri, un deuxième tri en se disant ça, on a un avis négatif de lecteur, mais nous, on y voit quelque chose d'intéressant malgré tout pour notre public. Et donc, on peut très bien, in fine, se retrouver à prendre des projets qui auront eu des fiches de lecture extérieures désastreuses. Non mais c'est vrai, tous les cas de figure sont possibles. J'ai un film en tête, justement, je me souviens encore de l'affiche qui dit oula, attention, danger, il faut pas y aller, il y a tout qui clignote pour que ça marche pas, Alzheimer, le road trip, enfin, tous ces trucs-là, on sait bien que ça marche pas. Bon, et ben ça fait la finale qui était un film de Robin Sykes qui a gagné le Grand Prix, je crois, à l'Alpe d'Huez, je sais plus quelle année, qui se trouve être un film qui a fait un prime chez nous, tout à fait honorable. Donc en fait, oui, moi je lis toutes les fiches des lecteurs, mais on double d'une lecture en interne et ensuite, moi, selon ce que me dit, en l'occurrence, Isabelle Cotte, qui est conseillère de programme, je me dis, tiens, moi, je travaille beaucoup sur des films qu'a priori, on pourrait rejeter. Ça clignote comme étant des refus. Et comme on cherche aussi des objets qui sont des films du milieu sur lesquels il y en a pas beaucoup qui ressemblent à ce qu'on cherche spécifiquement, on se dit tiens, celui-ci peut-être que ça vaut le coup d'approfondir, de retravailler, de faire un rendez-vous ou peut-être un deuxième, voire peut-être un troisième pour voir s'il y a quelque chose à améliorer sur le texte, si tant est qu'on ait des partenaires à l'écoute de ça, ce qui est pas toujours le cas. Mais en gros, chaque projet est lu 2 fois, c'est-à-dire qu'il est lu à la fois par des freelances extérieurs et par un conseiller de programme à l'interne. C'est pareil sur France 2 ou c'est que sur France 3 ça? Ça peut être même 3. Moi, ça peut m'arriver de doubler une lecture de lecteur parce que je peux avoir des fiches qui ne m'éclairent pas ou je trouve la fiche pas très de bonne qualité, ça leur arrive, ils sont pas... Ils en lisent beaucoup, Ils en lisent beaucoup, ils peuvent en avoir assez par moment, ne pas sentir un texte, ça arrive. Pascal Sénéquier, alors 2 fois, donc ça fait pas 2 lectures, non. Le problème aujourd'hui, c'est pas tant de faire lire par 2 lecteurs, un lecteur, c'est les relectures aujourd'hui. Moi, malheureusement, j'ai beaucoup de relectures parce que les scénarios arrivent pas finis, pas toujours aboutis. Pas fini, comme dirait Cécile. Et là, la galère commence parce que relire des choses, il y a un moment donné, je m'arrête au bout de la 3e version. Il me semble, je sais pas si c'est passé à Arte qui avait un truc où maximum de lectures pour un même projet. Est-ce que vous avez un process sur le nombre de fois que vous recevez un même projet ou pas? Non, il faut pas avoir de process là-dessus. Enfin, je suis pas d'accord pour en avoir. C'est un métier qui est trop particulier, qui peut pas répondre à des normes aussi précises. En tout cas, à un moment donné, moi, je m'arrête. Perso, je m'arrête. Je leur dis, écoutez, là, voilà, je laisse Pascal. Ou alors, je fais un stop et puis je change complètement de lecteur pour essayer de repartir avec un peu de sang neuf. Un regard neuf surtout, Oui. Le cinéma est fait de contre-exemples. C'est-à-dire qu'on a des scénarios qui sont réécrits 4 fois et qui n'y arrivent pas. On n'arrive pas à avoir un résultat qui nous satisfait. Et puis, il y a des scénarios, moi, je me rappelle très
très bien avoir lu Les femmes du 6e étage. Je le lis. Franchement, c'était pas bien. Première version de Philippe Le Guet, c'était pas bien. Le truc a été complètement réécrit. On a fini par le prendre. C'était un gros succès au cinéma et pour nos antennes. Donc, il faut pas se bloquer sur une première version. Bon, et à un moment donné, au bout de la 3e ou la 4e, on commence à peiner un peu. Mais j'ai pas du tout envie d'instaurer un... Ouais, c'est encourageant. Tout ce travail, en fait, et c'est pour ça qu'on peut pas s'appuyer sur des lecteurs externes uniquement. Il s'adresse à un groupe de télé qui a ses objectifs éditoriaux. Il y a des objectifs liés à la coproduction. Certains films vont être peut-être plus rentables en vente internationale, en box-office France, etc. Mais l'activité principale des filiales, c'est d'alimenter France Télévisions en films qu'on va diffuser sur nos antennes. On a la chance d'avoir des antennes de tailles différentes, un peu comme un cinéma qui aurait la grande salle, la petite salle, etc. Donc tous les films n'ont pas vocation à faire 4 millions de téléspectateurs. On peut se permettre une grande diversité parce qu'on a un cahier des charges avec l'État qui nous impose de soutenir la diversité territoriale, etc., etc. On a un cahier des charges avec l'ARCOM qui nous demande aussi de soutenir certains axes éditoriaux en tant que service public. On a un accord avec la profession du cinéma qui nous demande de faire 60 films et donc de ne pas concentrer nos 65 millions d'euros par an au global sur quelques grosses cartouches comme peuvent le faire les chaînes commerciales parce que sinon on ferait beaucoup moins de films, etc. Donc tout ça donne un cadre. Et ensuite, il faut voir ce que le marché, c'est-à-dire les producteurs, nous amènent. Et donc, cette confrontation, ce moment où on compare, est-ce qu'un film est solide ? Ça, c'est une analyse en tant que telle. Mais se confronte tout de suite à dans quel contexte on analyse un film. On peut ne pas aimer un film une année donnée, et puis quelques mois plus tard, on se dit, c'est dommage, celui-là, en fait, il était bien complémentaire du reste de ce que j'avais envie de choisir dans mon menu. Okay. Les producteurs et les auteurs, ils ne voient que leur projet. Nous, et vous, Valérie Cécile, voient au contraire l'ensemble des projets à un instant T. Rétrospectivement, quand on me dit pourquoi vous êtes allé sur ce film de mousquetaires au féminin, nous on se souvient du contexte. On n'avait pas pu aller sur le diptyque Les Trois Mousquetaires, produit par Dimitri Rassam et Pathé, parce que beaucoup trop cher pour nous. Et on s'était dit, tiens, c'est intéressant de tenter le pari, d'aller sur une proposition différente. Il y a un contexte à prendre en compte. Il y a toujours un contexte de choix qui est à la fois temporel et éditorial. Okay. Là, on était sur le contexte, on va dire, de l'industrie. On va sûrement y revenir. Là, je vais revenir sur le scénario lui-même. Quels sont les critères auxquels vous êtes attentif en priorité quand vous lisez un scénario ? La force du sujet. Après, ça peut être la mécanique dramatique, les enjeux, le développement, l'émotion, la résolution, enfin voilà, tout ce qui peut se passer dans un scénario. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, la cohérence de l'ensemble. Et puis après, il y a un petit truc qu'on sent ou pas, à savoir la personnalité, la singularité de l'auteur, l'autrice, ou ils sont plusieurs d'ailleurs parfois, qui se dégagent du texte. Et puis, on regarde aussi à qui ça pourrait s'adresser. Le sujet, c'est évidemment super important. Après, il y a des sujets qui peuvent être super repoussoirs et qui, selon le traitement qu'il est opéré, peuvent devenir attractifs. Donc, on peut pas s'interdire certains sujets, mais c'est vrai qu'on va d'abord regarder le sujet, aussi parce qu'il y a beaucoup de redondance dans les choses qui nous sont proposées. On est aussi à un endroit qui est le miroir de la société, des mouvements sociétaux, et donc c'est vrai qu'on voit arriver des vagues de projets qui portent sur les mêmes thématiques ou sur les mêmes sujets. Et donc là, effectivement, on fait des choix parce qu'on peut pas traiter tout le temps des mêmes sujets. Donc il faut qu'il y ait un angle particulier. Moi, j'essaie de faire aussi beaucoup attention, même si c'est, je pense, un obstacle compliqué aujourd'hui à dépasser, c'est la chronicité des scénars. Aujourd'hui, on a beaucoup de propositions qui arrivent qui sont extrêmement chroniques. C'est-à-dire sans intrigue, sans enjeu. Et sur lequel il y a un déficit de dramaturgie. Racontez-nous une histoire, quelle qu'elle soit, mais s'il vous plaît, racontez-nous une histoire. Ne nous racontez pas des moments. Des tranches de vie. Des tranches. Ça peut être charmant, gracieux et délicat, et pourquoi pas. Mais en fait, si on a pour objectif de remplir la salle de cinéma le dimanche soir ou le lundi soir, avec 2 millions de téléspectateurs le dimanche et 1,5 million, il va falloir qu'on raconte des histoires, donc avoir des dramaturgies solides. Une dramaturgie solide, ça veut dire, c'est comme nous, lecteurs, qu'on ait envie de tourner la page ou qu'on ait envie de slider. Enfin, on a la même façon d'analyser les projets que le spectateur en salle ou que le téléspectateur à la télé, qui en plus lui est doté d'un outil redoutable qui s'appelle la zapette. Pardon, tarte à la crème. Mais oui, est-ce qu'il y a quand même des enjeux qui sont
poser, s'il vous plaît, quelques enjeux de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je sais que je dis ça et qu'à chaque fois que on refuse un projet en disant mais il n'y a pas d'enjeu et qu'on entend ça, mais voilà, c'est la tarte à... Mais je suis désolée, mais c'est super important. Ouais. On lit 300 histoires par an, on aimerait bien qu'on nous raconte des vraies histoires, quoi. Après, il y a une autre notion qui est la dramaturgie, c'est aussi un facteur d'efficacité. On pourrait s'imaginer, et là je me fais un peu avocat du diable, mais que ce soit plutôt des chaînes privées qui aillent courir après les intrigues et les enjeux, et des chaînes publiques qui aillent plus courir après le côté, tu parlais des R&D tout à l'heure, le côté chronique, etc. Donc c'est vrai que peut-être que certains producteurs, là pour le coup je projette complètement, seraient étonnés que cet argument revienne aussi de la part de France Télévisions, mais je me rends pas compte. On diffuse 500 films par an, donc il y en a 65 qui vont être des inédits en clair, issus des 2 filiales et quelques préachats qu'on fait à côté. Et tous les autres, ça va être des films donc de catalogue ou de quelques inédits qu'on n'avait pas coproduits, ou des films étrangers qui sortent en salle, on les voit. La différence du service public avec les chaînes privées, c'est pas l'ennui. C'est la variété des sujets, des incarnations. On peut prendre des paris sur des autrices ou des auteurs nouveaux, sur des castings différents, sur des sujets, comme l'a dit Cécile, difficiles, très très sombres, voire des sujets repoussoirs. Mais à la fin, on est quand même une chaîne de télévision. Et donc, même quand on espère faire 300 000 téléspectateurs sur France 4, qui est très honorable pour France 4 aujourd'hui, il faut quand même que le film soit regardable sur un petit écran. On n'est pas dans une salle de cinéma. Grand respect pour la salle de cinéma, mais moi j'adore les films contemplatifs, surtout ceux de Wim Wenders, personnellement. Okay. Bon, mais je vais pas les recommander tous pour France Télévisions, même en achat, certainement pas en copro. Pourquoi ? Parce que on n'est pas forcément le bon média pour ça. Or, sans chaîne de télévision, un film a du mal à se monter. C'est pour ça que c'est intéressant comme parallèle. Et donc on s'imaginerait plus une chaîne comme du groupe France Télé ou d'Arte par exemple aller sur ce type de projet que d'autres. D'abord, nous ne sommes pas Arte. Déjà, on est beaucoup plus ancré dans le cinéma franco-français que dans le cinéma international. Okay. Et ensuite, on reste un ensemble de chaînes gratuites, populaire, généraliste, et non pas un service de cinéma spécialisé qui s'adresse à des cinéphiles qui veulent découvrir de la cinéphilie. Donc c'était un peu provocateur de parler de l'ennui, mais parfois on a l'impression non mais vous êtes le service public, on s'en fout si c'est intéressant. Bah non, en fait c'est pas sympa. Mais allons-y, parce qu'en fait tu m'as lancé sur ma question d'après, c'était sur quelle caractéristique d'un scénario de cinéma favorise sa compatibilité avec une diffusion télé. Parce qu'en fait de toute façon vous arrivez sur un scénario de cinéma qui est pensé en premier lieu pas pour vous, pour le cinéma. C'est le sujet de cette émission, c'est pas des projets de série ou d'unitaire pour France TV. Et pour autant il faut que ça vous plaise. Donc pour vous, qu'est-ce qui permet le plus souvent un pont ? C'est quoi le pont qui est nécessaire entre un film qui n'est pas pensé pour vous, qui est pensé pour la salle, et l'expérience de télé? Est-ce que c'est ça, c'est l'intrigue et les enjeux? Est-ce que c'est d'autres choses aussi? À quoi vous êtes attentif pour que ce soit compatible en fait entre l'un et l'autre? S'il a mentionné l'histoire, j'en rajouterai un deuxième, c'est quand même aussi le casting. Même sur des films qui sont des premières œuvres, nous on voit qu'on a du mal à attirer même peu de téléspectateurs quand les films sont intégralement incarnés par des gens pas connus du tout, pas familiers. Et quand je parle de notoriété, je suis pas en train de penser au casting, on va dire, les plus grands comédiens, comédiennes qu'on voit sur tous les films. C'est pas ça. Nous, on a une notion de notoriété qui est beaucoup plus profonde et qui a une granularité bien plus importante que d'autres diffuseurs privés. Il faut pas les 2-3 noms que tout le monde s'arrache, c'est pas l'idée. Non, c'est pas ça dont je parle, mais il y a parfois des propositions. Alors, c'est assez fréquent quand c'est des propositions de coproduction étrangère, donc des films avec un ancrage de production français, mais l'histoire va être totalement en langue étrangère, va se tourner dans un autre pays, etc. Parce qu'il y a beaucoup de coproductions minoritaires françaises dans notre système, où très souvent, là, on est confronté à des castings qui sont pas du tout familiers pour le public. Le casting, pour nous, est un élément de réassurance pour tendre la main au grand public. Ok. Nous, on est une passerelle pour que les gens s'intéressent à des films qu'ils n'ont pas forcément l'intention de voir. Parce que sinon, on fait des téléfilms, on fait des séries, il y a des docs, il y a d'autres services qui font tout ça. Mais il faut quand même avoir des passerelles. Donc, justement, ça que je demandais. Donc, des histoires qui ne sont pas là, qui démarrent trop tard, des films pas cohérents. Ce que Valérie disait sur la promesse d'une histoire, on s'attend à une comédie, puis c'est pas du tout ça qui arrive. C'est des chemins qui sont un peu tortueux. Donc on va être un peu plus rigide peut-être. Ça veut pas dire qu'on cherche à ne faire que de la grosse comédie comme une chaîne privée, c'est pas du tout le sujet. On a eu des très bons scores d'audience avec des films sur les violences conjugales, le suicide en milieu agricole, l'inceste, je prends les sujets les plus horribles qu'on ait eu à traiter, avec des soirées spéciales sur nos antennes, et ça passe très bien. Donc c'est pas la dureté du sujet. Mais il y a quand même, à chaque fois, il y avait des histoires très tendues et des éléments de casting qui tendaient la main au grand public. Ok, donc on a fait l'intrigue, le casting, Cécile. Ouais. Et je rajouterais aussi des éléments qui peuvent apparaître comme étant concernants. Le concernant, et ça peut s'appliquer aussi bien à l'objet télévisif qu'à l'objet cinématographique. Ouais. Moi, ce qui distingue les deux objets, c'est vraiment peut-être plus dans la mise en forme, la mise en scène, le geste cinématographique qu'on peut pas forcément percevoir à la lecture d'un texte. Mais moi, ce qui m'apparaît aujourd'hui absolument nécessaire dans les lectures qu'on opère, c'est de se dire, est-ce que cette histoire est
concernante pour moi ou pour la personne qui est en face de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on peut se relier, même si c'est pas une histoire qui m'est arrivée personnellement? Je sais que ça existe, et est-ce que je peux m'y plonger sans me sentir, je sais pas, voyeur ou complètement extérieur? Détaché, ouais. Voilà. C'est-à-dire que je pense que du coup, ça élimine de fait tout ce qui pourrait apparaître comme étant très hors sol. Voilà, Okay. Une autre notion qu'on essaye de tenir à distance. Attention aux réalisateurs quand même, on en a peu parlé. J'attache beaucoup d'importance aux distributeurs, mais j'ai envie de dire presque quand même encore plus aux réalisateurs. C'est lui qui va faire le film. C'est pas le distributeur. Hein. Le distributeur, on va lui remettre un film. S'il est raté, bonne chance. Hein. Tout bon distributeur qu'il est, il va pas tirer les gens par les cheveux pour les amener dans les salles. Je vois. Tu dis pas juste c'est le distributeur qui fera attention, tu te poses aussi la question, quoi. Ah non, parce qu'une fois que le navet est là, Hein. Il faut le diffuser. Voilà. Alors, les premiers, ce qu'on filme, bon là, il y a une prise de risque maximum, forcément. On a beau regarder des courts-métrages qui nous éclairent plus ou moins. Enfin, en tout cas, moi, ça m'éclaire pas toujours, mais je cherche pas à être éclairé non plus par des cours. C'est à la fois la prise de risque maximum, c'est à la fois les plus gros gadins qu'on peut se prendre, et puis les plus belles surprises aussi. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Et puis, ça fait partie, là, pour le coup, de nos missions, de mettre le pied à l'étrier aux jeunes réalisatrices, réalisateurs, et ça, c'est passionnant. Et de les accompagner tant qu'à faire, parce que quelquefois, ça s'arrête là. Quelles sont vos lignes édito? Maintenant, j'arrive sur vos différentes chaînes, et là, je parle bien de lignes édito, donc de films de cinéma, dans vos préachats. On a l'habitude depuis maintenant quelques années d'essayer de définir 4 grandes familles de films qui correspondent aussi à ce que les producteurs, productrices amènent à France Télé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en commande, on fait avec ce que le marché. Donc la première, c'est les films populaires où on sait que si on va dessus, notre objectif, c'est qu'ils soient vus sur France Télé par le plus grand nombre. C'est peut-être notre point commun et notre zone de concurrence la plus frontale avec TF1 et M6 sur l'univers des chaînes gratuites. Ok. Deuxième catégorie, le cinéma d'auteur et d'autrice, où ce qui va primer, c'est donc plutôt l'auteur. Le sujet peut être différent, ça peut être des auteurs confirmés ou pas. Pour citer un exemple qu'on va diffuser prochainement dans l'année, Anatomie d'une chute de Justine Triet, ou l'année prochaine, parce que avec la chronologie des médias, faut attendre encore un peu, Emilia Pérez de Jacques Audiard. Emilia Pérez, c'est pas une histoire simple. À pitcher, c'est pas le plus évident. Oui, mais c'est clairement Jacques Audiard qui prime parce que... Oui, là, pour le coup, on est vraiment sur le réel. Hein. Ensuite, les films sociétaux. Il y a beaucoup de films qui résonnent avec la société, avec toutes sortes de problématiques dans la société, d'hier ou d'aujourd'hui. Et la quatrième catégorie, pour le faire court, tous les films qu'on va essayer d'étiqueter jeune public, ça peut être pour les enfants ou pour les ados. Et donc, sans vouloir faire peur aux associations familiales, ça peut être du long métrage d'animation ou un film d'horreur. Évidemment, le film d'horreur ne sera pas pour les petits-enfants. Par exemple, Vermine, c'est une tentative qu'on n'a pas encore diffusée pour nous de se dire, tiens, je vais peut-être intéresser des moins de 30 ans. Tandis que avec Arco, je suis un peu dans les ados, ou Mars Express, et avec Le Chant des forêts, je suis dans la famille avec des petits-enfants. Différents spectres, ok. Pour donner des exemples récents. Donc voilà, c'est un peu les 4 grandes catégories. Après, il y a des lignes plus différentes que je vais vous laisser exposer. On commence avec Cécile sur France 3, par exemple, la ligne édito, toi? Alors, il se trouve qu'on fait des films chez France 3 Cinéma qui ont vocation à être diffusés sur toutes les antennes du groupe. On a arrêté d'être bêtes. Et c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que les films que France 3 Cinéma coproduit ont vocation à être diffusés sur France 2, sur France 3, sur France 4, sur France 5. C'est exactement l'image du multiplex que tu rappelais, Manuel. C'est que, en fait, au moment où on va signer un film, on a une idée du film. Et puis après, il va se passer plein de trucs qu'on maîtrise pas. Un AV, un chef-d'œuvre, un parcours en festival, une tôle en salle. Bon, et ça, c'est la vie des films. Et donc, en fonction de l'objet que nos amis de la programmation des antennes vont récupérer, on va essayer de se dire quelle est la meilleure case de destination possible pour faire le plein avec cette œuvre-là. Donc l'année dernière, par exemple, je pense qu'il doit y avoir 12 films coproduits par France 3 Cinéma qui ont atterri en prime sur France 2. Il a dû y en avoir 9 sur France 3. C'est intéressant. 7 ou 8 sur France 4 et peut-être 1 sur France 5. Ça veut dire qu'il y a plus de films coproduits par France 3 Cinéma qui finissent sur France 2 que qui finissent sur France 3, du coup. Oui, ça dépend des années. L'année d'avant, c'était un peu moins. En fait, l'idée, c'est de travailler une ligne éditoriale la plus large possible, qui représente la société, qui soit des films dans toutes les catégories que Manuel a citées, sur lequel à chaque fois, on peut avoir un élément d'accroche d'éditorialisation à l'antenne, que ça soit un casting, un sujet ou une signature de réa à l'honneur parce que, tu vois. Donc, en fait, on essaye toujours d'angler
avec un élément saillant et distinctif. Ok, parce que moi, quand il me disait, par exemple, Société, je pensais que c'était pour toi France 3. Quand il me disait Jeune Public, je pensais que c'était pour France 4, etc. Et en fait, non, c'est pas aussi siloté que ça du tout, y compris pour toi à la lecture. En fait, si tu veux, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Je te parlais de premier scénar sur lequel on a eu un énorme coup de cœur qui était 120 battements. Le film a été sélectionné à Cannes. Il est sorti avec un très joli prix. Ça a été un succès en salle et auprès du jeune public. Et au César, ouais. César, etc. Donc, super carrière. Et ensuite, le film arrive dans les stocks ouverture de droit, donc 2 ans après, chez France Télévisions. Et donc, à l'époque, on raisonne, donc je te parle de 2018, on raisonne en Silio. Donc, ça veut dire c'est un film France 3 Cinéma, donc on va le diffuser sur France 3. Bon, il y a quoi comme cas cinéma sur France 3 ? Il y a Lundi. On a une super idée. Je me moque, mais je suis à fond dans le truc et c'est moi qui défends l'idée, par ailleurs. Donc, évidemment, on va le diffuser. Ça doit exister le lundi 1er décembre. On va faire coup de projecteur médiatique. Tout le monde parle de ça. Donc, on va l'illustrer. On va faire une soirée verticale, diffusion du film et derrière un plateau animé par Carole Gessler. Comment vivre avec le VIH 20 ans après ? Où est-ce qu'on en est ? Des trithérapies, etc. Donc, on monte un événement en tant que chaîne de télé. On fait du chaud avec du froid. On fait du chaud avec du stock. Bon, tout le monde mobilisé, les réseaux sociaux, machin, etc. Le résultat des courses, le lendemain matin, on regarde les audiences à 9h05. Ok. Alors 1 million de téléspectateurs. À l'époque, ça s'appelle une catastrophe. Et surtout, la courbe. C'est-à-dire qu'on voit les gens, ils ont entendu parler de l'événement, le truc à chaud sur France 3. Ils viennent regarder, ils sont en haut, ils sont là. Et bobsleigh. Ça s'effondre. Mais pourquoi ? Parce que le démarrage du film ne concerne pas le public de France 3. Ils vont pas être embarqués par le souffle de cette histoire d'amour. Ils découvrent ce que c'est que l'activisme, tous ces jeunes qui font un peu peur. Et le film n'est pas du tout adapté au public à qui on l'a proposé. Et pour toi, il y aurait une autre case ou une autre chaîne dans cette période-là qui aurait été plus adaptée à ce film-là, par exemple ? Oui, maintenant on a compris, on a appris de nos erreurs. Ok. Valérie ? Oui, je sais pas si toi t'as une ligne plus régionale, j'aime pas bien ce mot, mais bon. Moi, je pensais plus Société. Non, Société, c'est sur France 2. Société, c'est vraiment chez nous, la case du mardi, mercredi, qui marche plutôt bien. Je sais pas, pour vous donner un exemple d'un film qui est sorti récemment, Dossier 137. Ouais. Ça pourrait être un film du mardi ou mercredi, film sociétal. On cherche tous des familles béliers, des films émouvants, avec une écoute, comme on dit, conjointe, des jeunes, des vieux, etc. Il n'y en a pas des masses. Ouais, qui arrive à tout cocher, ouais. Non. Donc moi j'ai une case grand public, prenons des exemples extrêmement récents. L'affaire Bojarski, ça c'est du Prime France 2. Ok. LOL 2. Un ours dans le Jura, ça c'est bien pour nous par exemple, c'est de qualité. C'est du Prime de dimanche soir, parce qu'on a quand même une concurrence très forte avec des films américains, mais aussi beaucoup de films français qui sont pas si simples à battre. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a sorti ? L'étranger là à l'automne. L'étranger, je suis pas sûre que ça fasse la blague le dimanche soir à 21h10. Parce que film en noir et blanc, parce que film d'auteur. Parce que film en noir et blanc. Film chronique aussi d'ailleurs. Le film le plus populaire, le plus fédérateur aujourd'hui, il est exposé sur France 2 le dimanche soir. Ok. Qui est la case en concurrence frontale avec le film du dimanche soir de TF1. Ensuite, il y a une case qui est plus âgée en public, avec quand même des objectifs de entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs qu'on a du mal à faire, qui est France 3 le lendemain, donc le lundi. Ouais. Ensuite, tu as la chaîne qui diffuse le plus de films aujourd'hui sur France Télé, uniquement à RSS, c'est France 4. Et donc là, on est clairement dans le cinéma d'auteur et d'autrice. Le mot RSS, c'est pas juste un label. On peut aller dans des propositions très audacieuses. La jauge d'audience, je l'indiquais tout à l'heure, est bien moindre. Et c'est là que beaucoup de nos paris, je dirais qu'à la louche, 40% de nos copros aujourd'hui, ou en tout cas un gros tiers, sont exposés en prime time à 21h sur cette chaîne, puisqu'on diffuse environ 120 films par an sur cette chaîne. On a 2 rendez-vous hebdomadaires plus des salves qui arrivent notamment au moment du Festival de Cannes. Et France 5, c'est beaucoup plus ponctuel. C'est quand l'occasion se présente par rapport, par exemple, au moment du Festival de Cannes, on réserve les vendredis soirs de France 5. France 5 est habituellement plutôt sur du cinéma de catalogue français rassurant. Donc patrimoine, donc des films non pas de première diffusion, ce qui n'est pas là. Pas tellement les films dont on parle là en préachat. Okay. Ça peut nous arriver, ça nous est arrivé, mais c'est plus événementiel. Et enfin, j'oubliais l'animation. Quand elle est pour les enfants, elle est en programmation de journée. France 4, sous la marque Oku, qui est aussi une marque de plateforme non linéaire. Le samedi vers 19h, fin d'après-midi. Et donc là, la question suivante s'adresse particulièrement à toi, Manuel, parce que tu gères l'ensemble des fictions et pas seulement de cinéma. En quoi cette Céline Lito qu'on vient d'évoquer
elles diffèrent ou pas des lignes édito qui sont pensées en priorité pour vos chaînes, donc d'unitaires et de séries? En quoi la ligne édito de cinéma diffère de celle d'unitaires et de séries, si elle diffère? Alors, je ne m'occupe pas de toutes les fictions. Ah pardon, excuse-moi, j'ai dit... La grande patronne de la fiction, c'est Anne Holmes. Je veux dire dans le périmètre. C'est très important. Donc j'ai une collègue, Anne Holmes, qui est la directrice de la fiction française. À côté du cinéma dans le pôle, nous on s'occupe des fictions en coproduction avec des plateformes ou avec des diffuseurs étrangers, ce qui est une petite catégorie où il y a 5-6 séries par an, grand maximum. Donc les Zorro, les choses comme ça. Exactement, Zorro, Cœur Noir saison 2, Okay. avec Amazon, Kaboul l'année dernière, qui était avec ZDF et Rai. Donc soit des fois vous êtes premier, soit des fois vous êtes deuxième sur la diffusion, ça dépend du cas de figure, etc. Voilà. Okay. Pour reprendre ta question, le cinéma préexiste ou existe à côté de France Télé. Il est fait pour d'autres raisons. Il est indépendant. Okay. Voilà. Sur tous les autres genres audiovisuels, France Télé est à la manœuvre pour dire je voudrais ça et pas ça. Co-développe. Sur le cinéma, on co-développe pas les scénarios. Sur les autres genres, on co-développe le scénario. Ou on achète sur pièce, comme un peu un film de catalogue. Donc on essaye de prendre les chaussures qui correspondent à nos pieds. On sait qu'il y a des points communs parce que le cinéma, il n'est pas étranger à ce que la télé fait et vice-versa. Par exemple, sur le terrain sociétal, c'est parfois des sujets de discussion qu'on a entre nous. Il nous est arrivé, et ça nous arrivera encore, d'avoir des longs métrages. Les producteurs le savent pas, les auteurs le savent pas forcément, qui sont pile poil dans un sujet déjà appréhendé par une série ou un unitaire de télé. Et donc nous, la question, c'est est-ce qu'on trouve le sujet assez fort pour aller sur le film alors qu'on a déjà la série qui va arriver plus vite et qui va nous coûter moins cher et sur laquelle on aura plus de droits. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les droits qu'on a en termes de diffusion pour un film sont très maîtrisés. Je suis très gentil en disant ça pour les professionnels. Qui est un bel euphémisme. Non mais ils sont très maîtrisés. C'est-à-dire que nous avons droit à une diff avec un peu de replay. Et pour à peu près la même somme, si c'était une fiction télé, nous aurions droit à 6 diffs et 3 ans de VOD gratuite. Juste pour montrer l'écart. Ouais, je vois. Voilà. C'est flagrant sur le long métrage d'animation versus l'unitaire d'animation audiovisuelle. Bon. Mais sur le fond, la ligne édito, est-ce que c'est la même pour vos chaînes de cinéma et pour le reste de la fiction France Télévisions? Ah non. La fiction française, elle a sa ligne éditoriale. Elle a ses objectifs. La fiction française de France Télé, je vais la résumer à la place de Anne, mais il y a de la fiction policière qui permet d'utiliser le genre policier pour appréhender toutes sortes de problématiques, parfois sociétales, parfois territoriales, parfois l'humour, etc. Donc là, c'est assez vaste, c'est pas juste des polars. Il y a de la fiction purement sociétale, sur des faits de société. Il y a de la fiction historique, type Le Jeune Voltaire. Voilà, il y a de la fiction qui est de l'adaptation littéraire. C'est plus calibré, c'est ça l'idée. C'est beaucoup plus calibré, avec une ligne qui est exposée dans différents marchés. Voilà. Nous, sur le cinéma, on donne un cadre et on voit si les projets qu'on va recevoir et qu'on va pouvoir faire rentrent dans ce cadre. Sur la fiction télé, on définit le calibre de ce que l'on souhaite, y compris même en durée, du 52 minutes ou du 90. Et combien? Quelle est votre marge d'intervention sur les scénarios de cinéma? Tu viens de dire que vous aviez moins de marge, donc à l'évidence que sur de la fiction qui est pensée pour vous. Est-ce que vous en avez quand même? Et si oui, à quoi vous l'employez? Elle est faible, mais parfois ça marche. Vas-y. Effectivement, donc l'écosystème dans lequel on opère, c'est que on réagit à des propositions avec des temps de développement qui ont démarré 2 ans plus tôt. On passe jamais commande sur un sujet, sur un casting. Donc on réagit à une proposition d'un producteur qui est en train de lever du financement pour déclencher le tournage de son film. Ouais. Donc il est déjà extrêmement avancé quand il vient nous voir. Il a une VDEF, nous dit-il, de son scénario. Et s'il a déjà trouvé son distributeur, il est très content de ce qu'il nous a proposé. Donc, soit nous, on considère qu'effectivement, il a raison d'être très content, que les scénars est super, donc on n'a rien à dire, soit on trouve qu'effectivement, on y voit des choses où il y a peut-être des manques, des tiraillements, des problèmes tout simplement de compréhension, des problèmes de redondance, etc., qu'on s'emploie à essayer de démontrer avec un regard qui est beaucoup plus vierge que lui qui aura passé 2 ans à essayer de développer ce scénario. Et donc, c'est là que va s'engager ou non un dialogue plus ou moins faussé, plus ou moins compliqué, parce que on a un producteur qui est dans la recherche d'un financement et qui voudra du coup abonder dans notre sens, sans pour autant que forcément son auteur-réalisateur, quand il s'agit de la même personne, en l'occurrence un auteur-réalisateur ou autrice-réalisatrice, et non pas un film qui sera réalisé par quelqu'un mais avec un scénariste tiers. Donc c'est là qu'on voit si déjà le scénariste-réalisateur est à l'écoute de nos remarques, s'il est capable de rebondir dessus, de les intégrer. Si au contraire il nous dit bah non, vous faites fausse route dans votre analyse parce qu'en fait moi ce que j'ai voulu raconter c'est ça. Ah ok, bah si c'est ce que tu as voulu raconter, bah nous on l'a pas du tout compris. Donc peut-être que ça nécessite une autre passe. Donc on peut passer beaucoup de temps à essayer de s'expliquer sur voir si la vision que chacun porte du projet qu'on a lu est la même ou pas. C'est là qu'on mesure aussi la solidité ou non du duo. Parce que nous, on voit toujours des duos réalisateurs-producteurs. C'est aussi intéressant de voir à quel point il y a une cohésion, une cohérence, un dialogue entre le producteur
et le réa, donc le producteur étant animé par l'idée de décrocher son financement, et le réalisateur étant animé par évidemment décrocher le financement, mais surtout faire le film qu'il a en tête. Une vision. Voilà, et donc tout est possible, c'est compliqué de se faire entendre, parce qu'effectivement on est un des partenaires parmi une chaîne de 5-6 autres, Ouais. et puis on passe après un distributeur qui normalement aura déjà greenlighté un projet. Ils sont pas du tout dans les mêmes logiques que nous. Le distributeur, il aura eu envie de mettre la main sur tel réal qui pense nécessaire à son line-up et donc va d'abord construire un discours de séduction vis-à-vis du producteur et du réalisateur en lui disant j'ai lu ça, c'est génial, je te veux, je t'embarque, sans jamais qu'il y ait une once de et tu penses pas que cette scène, on pourrait la voir autrement? Donc il n'y a jamais de contestation jusqu'au moment où ils signent leur accord. Ah, mais tu penses pas que les distribs déjà ils font comme vous, ils se posent la question, ça me plaît pas, j'y crois pas. C'est ceux Ils qui sont d'abord dans une stratégie de séduction. Nous, on peut se permettre de pas l'être. c'est ceux qui sont le plus en risque dans l'affaire quand même, les distributeurs salles, enfin en tout cas tel que c'est réputé. Donc je me dis, logiquement s'ils sont passés avant vous, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrémées j'imagine sur le texte. Ah, peut-être que Pas toujours. Ok. Pas toujours. On n'a pas la même façon de lire. Donc en fait, on arrive à un moment où le truc est déjà quand même vachement verrouillé, vachement en place. Ok, Et il faut que nous, on fasse entendre notre point de vue ou pas. Et de se dire, bah, ça pourrait être encore mieux. Nous, on y voit un gros potentiel encore, mais peut-être qu'ils sont déjà au bout de l'écriture. Donc de temps en temps, on suggère de rajouter, je sais pas, un consultant scénario, si ça sert à quelque chose, ou un autre regard, de croiser sur des problématiques ultra féminines qui sont écrites par des garçons. Souvent, on suggère, bah, ça serait bien d'avoir une consultante féminine pour ces problématiques-là. Ah bon, pourquoi? Mais c'est intéressant parce que tu parles du duo réal et prod, mais en fait c'est plus qu'un duo réal prod, c'est-à-dire qu'ils ont aussi verrouillé avec un distrib, voire avec une chaîne payante avant, et donc vous arrivez, et il y a des choses qui ont été mises des fois d'accord à 4 personnes avant vous. Généralement, la chaîne payante n'est pas encore embarquée. Ah, Oui, ouais, oui, elle et puis arrive elle a après. des choses à dire aussi, la chaîne payante, ça ils nous le disent pas, mais parfois on se parle quand même dans ce métier, on est payé pour ça. Mais du coup c'est un dialogue indirect à 6 personnes, c'est ça que je veux dire, c'est que chacun dialogue en duo dans son coin, et tout le monde doit se mettre d'accord sans voir les cartes de l'autre. Enfin c'est un peu un côté que je trouve un peu pas évident. Oui, bon après aujourd'hui certains distributeurs sont copros aussi sur les films, donc certains sont à l'écoute aussi quand même. Hein. C'est vrai que notre marge d'intervention est limitée, bien sûr. Quelque part, j'ai envie de vous dire, soit on engage un projet, soit on le refuse. Mais quand même, après, c'est le résultat qui en découle qui est pas toujours évident. Et puis je me garderais bien d'ailleurs de donner des pistes trop précises. J'ai pas du tout envie de réécrire les scénarios parce que si vous dites à un réalisateur, auteur, bah voilà, moi je vois les choses plutôt comme ça, alors vas-y que je te réécris le truc, puis ils arrivent 2 mois après, ils disent bon bah on a fait comme vous voulez, hein. Bah non, moi en fait je vois rien du tout. Ça arrive. Oui, enfin là je pousse le trait, mais oui c'est le risque, c'est-à-dire que d'abord on ne détient pas forcément la vérité. Certains réals nous disent bah non, moi je vois pas les choses comme ça, voilà ce que j'ai voulu le dire et je l'ai dit comme ça. Peut-être ont-ils raison, hein. C'est comme le casting, hein. J'interviens un peu parce que c'est la meilleure façon de se planter quelque part. Bon, sur les scripts, c'est un peu différent. Sur les scripts, ce que j'observe, c'est les réalisateurs avec qui on a, entre guillemets, un historique de travail, c'est-à-dire des réalisateurs qu'on a accompagnés sur les 3, 4, 5 derniers films. Il y a déjà un climat de confiance et d'écoute qui s'est installé. Donc, ils sont beaucoup plus réceptifs aux commentaires qu'on peut faire. Et parfois, ils nous sollicitent en direct, alors que moi, je demande toujours le truchement du producteur, parce que c'est lui qui s'engage. Ou sur les premiers films. Sur les premiers films, il y a beaucoup plus d'écoute, je trouve. Parce qu'ils veulent bien faire peut-être, ou parce que... Ouais, et puis parce que c'est la première fois qu'ils déboulent dans le grand monde du financement du premier long métrage et ils savent à quel point c'est compliqué d'arriver à faire un premier et encore plus compliqué de faire un deuxième. Voilà, ils sont à l'écoute de notre regard d'expérience qui est effectivement, enfin, on n'est pas scénariste nous-mêmes, hein, et je suis pas script doctor non plus. Ouais, mais... Simplement, on fait part de ressentis, on fait part de ce qu'on a perçu, de ce qui pourrait être des fausses pistes. Est-ce que c'est les didascalies qui orientent vers une fausse piste ou est-ce que c'était une intention? Mais c'est intéressant parce que là vous avez parlé plutôt du scénario dans le sens est-ce qu'il est entre guillemets réussi ou pas, clair ou pas, etc. En gros un truc très général. Maintenant moi j'ai aussi des retours vis-à-vis de vos chaînes, c'est-à-dire est-ce qu'il vous arrive en tant que France 2, France 3 de dire bah là on aimerait clarifier, on aimerait mettre de la voix off, on aimerait expliquer par le dialogue, on aimerait rendre le début plus attrayant pour que les gens zappent pas. Non, pas du tout. Pas de cette manière-là. Non, pas de cette manière. Ça va être juste de dire, bah là, on n'a pas perçu l'exposition, ou alors il y a 50 pages qui sont sur l'exposition, et donc oui, quand est-ce que ça démarre, on va Ok, plus être dans des retours. Mais ça veut déjà dire qu'on n'a pas tellement envie de
d'accompagner le projet. Mais jamais on va dire rajoute une voix off ou. Parce que pour terminer là-dessus, j'ai quand même beaucoup entendu d'histoires de films qui, dans leur financement, se sont vus adjoindre des voix off ou des dialogues explicatifs. Bah, pas chez nous. Hein. Et en général, ils disent ça vient de la chaîne. Alors, je sais pas si c'est. Mais en général, c'est la chaîne qui a peur pour son public. C'est ce qui, en tout cas, a rapporté. J'avoue, j'ai pas d'exemple là sur France 2, France 3 qui me viennent. Mais... Je crois pas sur le cinéma. Peut-être en fiction, mais sur le cinéma, moi, non, mais pas sur les films de cinéma, d'accord, ouais. Alors, déjà, à France Télévisions, on n'a pas de projet de long métrage qui serait né dans une filiale de distribution ou de production comme chez nos concurrents. Vous n'avez pas l'équivalent SND chez M6 ou nouvellement TF1 qui se lance? On est vraiment dans l'analyse que Valérie et Cécile ont exposée, des projets qui arrivent déjà tout faits. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on accepte une diversité de propositions au sens artistique du terme, très très vaste, mais y compris des films qui ont des interdictions en termes de signalétique pour le jeune public, même si on a nos contraintes comme tout le monde, il faut respecter la loi. Donc il y a une souplesse d'accueil qui est en fait très similaire à ce que j'ai connu quand j'étais à Canal+ il y a longtemps, où on pouvait se dire, sur le papier, à peu près tout peut passer. C'est très difficile de dire ça jamais. Alors à France Télé, on pourrait dire je peux pas faire que des films d'horreur, des choses comme ça, parce qu'on est quand même des services gratuits, publics, ok. Mais à part ces extrêmes-là, tout peut passer. Donc ce qui va faire la différence, c'est les bonnes histoires, les scénarios auxquels on adhère, la cohérence économique, la cohérence artistique et le contexte dans lequel on est en train de lire le projet, de l'analyser par rapport aux autres. Mais ce qui fait la différence pour toi, c'est le fait que vous ne soyez pas distributeur salle en parallèle. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les chaînes privées, ils sont à la fois, que ce soit TF1, Canal, M6, quand ils prennent une part antenne, ils prennent souvent une part sortie salle, ce qui font qu'ils ont toute la... Ce que vous ne faites pas. Non, France Télévisions Distribution fait des ventes inter. Sur quelques films par an, mais par rapport au nombre de films que nous coproduisons par an, c'est très marginal. C'est là que joue la diversité des financiers, c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que c'est important que chacun ait un peu son métier là-dessus, je trouve. Enfin, je me rends pas compte, mais quand c'est moins verticalisé, c'est un peu plus... Ça s'applique effectivement à TF1 et à M6, mais pas à Canal, puisqu'en l'occurrence, ceux qui préachètent les films chez Canal, je sais pas quelle est la proportion, mais je pense qu'il y en a quand même relativement peu qui sont sortis par Studio Canal. Oui, tu mais vois. Pour cela, du coup, ça changerait la donne, c'est ça que je veux dire. Donc ma question s'appliquait pas à vous, du coup. Comment votre regard sur les textes diffère-t-il ou complète-t-il celui des producteurs et des auteurs ? Et je pourrais rajouter des distributeurs. Il faut toujours être assez respectueux. Ils ont travaillé des mois, voire des années sur un projet. Ils sont parfois peut-être un peu le nez sur le guidon. Nous, on a un regard assez neuf. Voilà, donc il manque parfois peut-être un peu de recul et nous on peut mettre le doigt sur quelque chose qu'ils ne voyaient pas forcément, voilà. Et puis on a quand même une vision d'ensemble de ce qui se fait, de la production en général. Et aussi une vision de ce qu'on vient de diffuser. Aussi. C'est-à-dire que quand on a une succession de sous-performances ou de sur-performances à la télévision, parce qu'on diffuse tard, il y a une désynchronisation, on est en train de parler aujourd'hui de films, on analyse des scénarios qui seront peut-être, si on les retient, des films qu'on diffusera dans 3-4 ans. Il faut qu'il ait le temps de se produire, ça va se faire dans les 6 mois, on va dire, pour raccourcir. Puis après, on va encore attendre avant qu'il sorte. La première sortie salle. L'affaire Bojarski, qui est en salle en ce moment, c'est un film qui était un sujet de discussion chez nous il y a 1 an et demi. Ouais, il a été réécrit en plus. Donc il aura 22 mois avant d'être chez vous. On va le diffuser en 2028. Au plus tôt, s'il trouve sa case. Voilà, on a commencé à en parler à l'automne 2024 et nous le diffuserons pas avant 2028. Bon, donc il s'est passé du temps. Et ça, on doit quand même le ramener aux producteurs comme retour d'expérience. On doit leur dire, vous savez, ce genre de proposition, si on devait diffuser votre proposition aujourd'hui, on a un peu de mal sur le niveau de curiosité que le public va avoir, sur la force du casting, sur la redondance avec d'autres sujets. Enfin voilà, il y a ce retour d'expérience-là que le producteur n'a pas nécessairement quand il vient nous voir. Et peut-être que eux sont plus maintenant et vous dans 2 ans. C'est-à-dire vous dites, moi ma question c'est pas est-ce que c'est bien maintenant, ma question c'est est-ce que dans 2 ans ça restera, ce sera encore intéressant. Oui, des choses obsolètes très rapidement, ça arrive. Bon, enfin c'est quand même pas le... On peut avoir ce regard d'une obsolescence programmée dans un projet qu'on nous propose ou qui parle d'un truc super high-tech dont on se dit mais alors attends, nous dans 4 ans on aura tellement avancé sur ces nouvelles technos qu'on sera complètement ringard. Donc ça peut être des mauvaises pistes ou alors des choses extrêmement... Moi je lis beaucoup de trucs qui sont très catégorie thérapeutique. Des textes qui parlent de problématiques intimes mais qui ont plus une vocation, je pense, thérapeutique personnelle qu'une dimension universelle. Donc c'est pour l'auteur pour se penser ce qu'il lui a connu moins que pour aller parler à toute la société par exemple, voilà. Tu veux dire. Et comme on est dans une société depuis une vingtaine d'années d'extimité, aujourd'hui, on parle de tous nos petits problèmes, ce qui peut être intéressant. Parfois, ça l'est pas du tout. Donc moi, c'est plus aussi ce regard-là que j'apporte en disant mais pardon, mais ok, ton problème d'anus valgus, je suis pas sûre qu'on arrive à faire un film dessus. J'exagère, mais il y a quand même un espèce de travers dans le cinéma français aussi, dans ce qu'on lit, de beaucoup d'objets qui ont ce côté un peu thérapeutique. Peut-être qu'il faut faire une thérapie avant d'écrire un scénario. Ou autocentré, ou pas assez concernant. On revient au mot concernant que tu avais dit tout à l'heure. Concernant, exactement. Quelles sont vos contraintes
que les porteurs de projets de cinéma ignorent le plus, sous-estiment le plus quand ils vous apportent un projet? D'abord, c'est toujours un projet par rapport à un autre. Et on peut, par exemple, lire un projet, je dis n'importe quoi, tiens, un polar, qui nous plaît, qui est plutôt pas mal. Mais il se trouve qu'on en a déjà engagé 4. On a des contraintes de premier film. Enfin, il faut assurer une certaine diversité quand même dans nos choix de sujets, de casting, de premier film, de deuxième film, d'hommes, de femmes, etc., etc. On peut nous soumettre un projet qui peut nous paraître de qualité, et qu'il est en soi, mais qui est en deçà d'autres projets qu'on aurait reçus, qui traitent à peu près de la même période ou à peu près du même sujet. Je pense qu'il y a la temporalité aussi, c'est pas simplement le délai entre le moment où on reçoit un projet et au moment où on va le diffuser, mais les producteurs et les auteurs, autrices, ils sont dans l'énergie du film, on le finance aujourd'hui, on va le produire, il va sortir, point barre. Et nous, on doit se dire, est-ce que, ce que disait un peu Cécile tout à l'heure, cette histoire va tenir la route ? Mais plus que ça, il y a des histoires, c'est pas simplement est-ce qu'elles vont bien vieillir avec le temps qu'on les diffuse. Une partie de leur valeur dépend du moment où le film va sortir et pas vraiment après. Je donne un exemple. En 2024-2025, on a reçu beaucoup de propositions sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est trop tard en fait, ça c'était des projets qu'il aurait fallu nous proposer en 2020 pour qu'ils sortent en 21. Et que nous, on les diffuse au moment des célébrations qu'on a fait tous azimuts sur France Télévisions, du 80e anniversaire de la libération de la France, de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on se retrouve avec des films artistiquement sans doute incomparables et très bien, mais qu'on diffusera un peu au milieu de nowhere. Il n'y aurait pas de sens d'en prendre autant là maintenant. Non, quoi. Ou à l'approche d'une élection présidentielle, d'un moment électoral, il y a des sujets un peu plus politiques, pas au sens gauche-droite, mais même d'engagement, en documentaire ou en fiction. En général, on n'y va pas, ça sert à rien. Nous, on diffusera après, du coup. Après. Donc, sauf s'il y a encore 3 dissolutions dans les 2 ans. Il n'y aura jamais de bon moment là. Il y a peu de chance. On a eu un projet l'année dernière qu'on a fini par faire quand même. Comme quoi, on est quand même très patient. Sur un président de la République qui était confronté à l'injonction d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire parce que les Russes allaient atomiser l'Ukraine. Ok, comment dire, ce film-là, quand on le diffusera en 2028-2029, soit on sera déjà atomisé, soit la question ne se posera plus. Donc soit on sera dit, bon, ok, qu'est-ce qu'ils ont pensé il y a 3 ans ou 4 ans à cette histoire. Et pourtant, scénario, vraiment super. C'est pas un sujet de scénario, là, c'est un sujet de sujet. La temporalité du sujet, où quand on l'a lu, on s'est dit, quand même, ça va être bizarre ce truc-là dans 2-3 ans, pour nous diffuseurs gratuits. Hein. Et je pense que les autres exploitants, les autres partenaires d'un film, la salle, toute la vidéo à la demande et la télé payante, ils sont tellement proches de la sortie en salle. Hein. Ils sont dans la première année. Canal+ diffuse les films 6 mois après la sortie en salle. Disney+, c'est à 9, donc c'est très très tôt. Ouais. Nous, on est vraiment, vraiment après. Nous, Anatomie d'une chute, c'est maintenant. Et tout le monde est passé à autre chose. Mais j'espère que ça va être un carton et on va faire l'intégrale Justine Triet sur France Télé. Mais quand même, faut se dire qu'on est tard dans le process. Ouais. Quand on décide de financer le biopic sur l'abbé Pierre, bon, l'exploitation en salle, ça se passe bien parce que l'affaire est pas encore sortie. Canal peut diffuser juste à temps parce que c'est pas encore sorti. Et puis nous, au moment où les droits France Télévisions ouvrent, bam, on s'aperçoit qu'en fait... Ah ouais, c'était avant que vous le diffusiez, vous, du coup, c'est tombé. Voilà. Donc c'est con, on a 2 diffs sur les bras. C'est très très rare. C'est rare, mais c'est les films impactés par un sujet MeToo. Oui, les films abîmés en cours de route, dans l'équipe, ou etc. Où le sujet est abîmé en cours de route. C'est pas lié au scénario, c'est encore autre chose. Pour le coup, vous le savez pas en avance. Moi, je parle plus des choses que les idées fausses qu'ils auraient, ou eux qui vous présentent un projet, et en fait, ils n'ont pas en tête quand ils vous le présentent que vous avez telle ou telle contrainte. Juste, il faut pas qu'il y ait de caractère prosélyte, par exemple, quel que soit le sujet. On a un cahier des charges, par exemple. Donc, nous avons l'interdiction, c'est pas une question de choix, l'interdiction de soutenir ou de financer ou de diffuser des films qui soutiennent des causes politiques, enfin une organisation politique, une organisation religieuse ou une organisation syndicale. Ça, c'est quelque chose de... Alors, c'est un sujet assez récent. Avant, on s'en préoccupait pas trop, mais comme il y a une vaguelette de films chrétiens, la question nous a été posée à plusieurs reprises et on est obligé de leur dire, mais vous savez, c'est pas une question de choix pour nous, c'est juste article 43 du cahier des charges, vous regardez, hein, c'est au journal officiel, c'est un article très simple à lire. Il y a quand même les contextes de sortie, c'est-à-dire que quand on est dans l'énergie du choix du film, on pense pas collectivement forcément à un contexte de sortie, et puis après le film se fait, et tout d'un coup on se dit, mince, cette année il y a 4 films sur la collaboration ou la résistance, lequel va trouver sa place, lequel ne va pas trouver sa place? Et pourtant, on va pas juger, et tous les films ne sont pas chez nous. C'est une temporalité qui n'est pas si éloignée que ça. Il y a beaucoup de producteurs qui pensent à la sortie, hein, quand ils disent « moi je fais ce film pour aller à Cannes » ou « c'est une très grosse machine, j'ai déjà en tête, c'est le film de l'été prochain ». Ça arrive,
mais pas tant que ça. Il se projette sur le film lui-même, il pense pas au contexte de sortie finalement, c'est ça. Sur les autres genres audiovisuels, France Télé, on est un média. Quand on commande ou qu'on va sur un film de télé ou un documentaire ou une série, on a en tête ça. On est en train de développer 3 séries dans mon équipe pour Noël. Est-ce que ça sera Noël 27 ou Noël 28 ? Je sais pas encore, mais c'est pour Noël. Si ça arrive pour août, c'est pas pratique. Et le contexte, il fait partie du projet. Et le cinéma, lui, il s'écrit et il se pense souvent de façon atemporelle. C'est pas qu'une question de temporalité de diffuseur gratuit, c'est atemporel. C'est je vais faire un chef-d'œuvre. D'accord, mais en fait, il faut quand même qu'il s'insère dans un contexte économique, dans un contexte commercial, dans un contexte de sortie. C'est peut-être le distributeur qui doit porter ce discours-là plus que nous. C'est à lui qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui pêche le plus souvent dans les scénarios que vous déclinez ? Tu as parlé tout à l'heure de la chronicité. Est-ce que c'est ce sujet-là ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Moi, c'est ça. C'est essentiellement le manque de dramaturgie. Bon, après, ça nous arrive aussi de prendre des films qui manquent de dramaturgie, dans lesquels on décèle une telle sincérité qu'elle peut dépasser les faiblesses dramaturgiques. Et ça peut être des super films. Je peux leur dire ça, ils aiment pas parce qu'ils l'entendent souvent. Je peux leur dire que ça manque d'enjeu, ils détestent aussi. Mais c'est une vérité. Et puis, je peux leur dire aussi un truc qu'ils détestent, mais pour le coup, quand on est lecteur, on le ressent très fortement. Je peux leur dire souvent aussi, c'est pas parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et ils me disent mais oui mais ça s'est vraiment passé et j'ai vraiment eu une consultation et après il s'est vraiment passé ça. Oui mais c'est pas intéressant. En fait ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que c'est vrai que ça nous fait vibrer et qu'il faut savoir le faire ressentir, etc. Mais comme les histoires vraies, souvent on se dit histoire vraie étant un moyen comme un truc rassurant alors qu'en fait ça ne se suffit pas. Ça dépend laquelle surtout. Ou les biopics, vous avez quand même lu beaucoup de biopics où on s'en foutait. Oui mais regarde Bojarski, c'est un homme totalement inconnu mais qui avait une super histoire, vraie. Donc il faut pas cataloguer les choses, effectivement. C'est vrai qu'en France, je rejoins Cécile, il y a une tradition du récit de chronique intimiste qui est pas facile pour le public. Et c'est encore le cas aujourd'hui, ça on le disait il y a 10-15 ans, c'est encore le cas. Ah non. Alors il y a des récits qui font mouche quand même, faut pas tout balayer d'un revers de main, mais le manque d'enjeu, oui. Il y a des genres aussi qui nous effraient un petit peu, le film musical. Le film à sketch, on en a fait encore l'année dernière, mais spontanément, c'est pas le genre le plus simple à la télé. Pas le noir et blanc non plus. Le noir et blanc. Maintenant, je sors du scénario, je vais sur le reste. Est-ce que ça vous arrive régulièrement d'adorer un scénario, mais de dire c'est pas pour nous, on peut pas ? Et du coup, pour quelle raison ? Oui, ça nous arrive très souvent. Ça peut être une proposition hors sol, non concernante, mais un super scénario, parce qu'il peut y avoir aussi des gestes littéraires. Pour le coup, c'est très agréable en tant que lecteur. On n'est pas forcément sûr que ça soit un bon film. D'ailleurs, même un mauvais scénario, ça peut être un bon film. En tout cas, un film à succès. Oui, moi, ça m'arrive très souvent de refuser des bons scénarios. Parce que ça correspond pas aux besoins et il n'y a pas de destination antenne qu'on imagine. Moi, ça m'arrive moins souvent que Cécile. On peut refuser un scénario qu'on a beaucoup aimé, mais ça m'arrive pas très souvent d'adorer des scénarios et de les refuser. Moi, c'est dans des films d'horreur. On a lu des scripts d'horreur. Non mais je partage ce que vous avez dit, c'était pour ouvrir sur encore une autre dimension vous aviez pas traitée et qui en plus souvent est relativement marginale dans les préfinancements qu'on fait. Mais il y a des propositions d'horreur qu'on a pu lire qui étaient vraiment ultra ludiques, jubilatoires, en se disant mais j'irai le voir en salle ou je le verrai sur une chaîne payante. Mais pour nous, compliqué. Parce que si c'est trop violent et que ça termine, ça nous arrive parfois interdit au moins de 16 ans à la télé, ça veut dire qu'on a une vraie difficulté pour juste le programmer de par la loi. Pourtant, Vermine, vous y êtes allé parce que je crois savoir que toi, en l'occurrence, quand tu étais chez Cannes dans les années 2000, c'était le gros moment des films d'horreur français, tu as été impliqué là-dessus. Tu arrives chez France Télé, on ne peut pas s'empêcher de voir une espèce de corrélation en se disant tiens, France TV fait de l'horreur maintenant. Même quand on regarde la dernière scène, je pense à Rapace qui était chez France Télé, qui commence comme du polar, on va dire, France Télévisions classique et qui part sur des scènes de tension de cinéma qu'on se dit. Enfin, j'aurais pas pensé voir ça à une époque sur du cinéma France Télé il y a 5 à 10 ans. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de votre part aussi d'aller vers du cinéma avec plus de tension, plus d'horreur, ou est-ce que c'est quoi ? C'est l'ARCOM qui vous empêche d'en faire ? Il y a un sujet très simple qui est la protection du jeune public, un film qui sort en salle et qui hérite de la commission de classification d'une interdiction au moins de 12 ans avec avertissement, donc double peine. Nous sommes obligés de le surcoté et donc de l'interdire quand on le diffusera à la télé au moins de 16 ans. Ce qui veut dire interdiction de le diffuser avant 22h30, aucune bande-annonce avant 22h30 et quand on le met à la demande avec le replay, on ne peut mettre le replay que sous une forme un peu éclairage de Noël, c'est-à-dire on le met à 22h30, on l'enlève à 6h, on le remet à 22h30, on l'enlève à 6h. Donc une expérience utilisateur horrible.
Parce que chaîne gratuite, service public. Voilà, ça nous est arrivé. On va diffuser cette année Farang de Xavier Jeans. Du coup, vous, quand vous avancez sur un projet, forcément, comme il n'a pas été fait, la classification n'a pas été donnée, donc vous avez une espèce de pari où vous dites, tiens, ça sent le moins de 12, ça sent le moins de 16. Bon, on a quand même quelques sur éléments les films très... d'horreur, je sais pas. Encore une fois, Vermine, vous saviez que ce serait du moins de 12, probablement. Enfin, C'est pas un moins de 12 avec avertissement. En télé, il est juste moins de 12. Vermine, pour moi, pour l'instant, c'est l'étalon. Oui, mais vous l'aviez pressenti à la lecture. Vous dites ça sera bon, ce sera dans les cordes, ce sera moins de 12, mais pas trop. Oui, parce que déjà, tu dois avoir une discussion avec le réalisateur ou la réalisatrice, parce que maintenant, on a eu 2 films de genre 2025 qui se sont lancés en production avec des réalisatrices et pas des garçons. Ouais. Donc ça, c'est la discussion, c'est jusqu'où vous allez aller dans l'explicite de l'horreur. Et le deuxième sujet, c'est la typologie des situations. Tu fais un film sans rien montrer, mais qui met en danger des enfants, pour nous, très grande chance que ça soit interdit aux moins de 16 ans. Très, très grande chance. Simplement, l'atmosphère angoissante autour d'enfants. Donc, c'est pas une question de ce qu'on montre. C'est pas une question que c'est graphique ou pas, c'est pas l'aspect graphique qui va compter. Okay. Bon, là, donc, avec ces 2 guides, en général, on voit au scénario, il va falloir discuter avec le producteur et son auteur parce que ce qu'on a lu est coton. Okay. Farang, il n'y avait pas trop de débat. Il y avait même un mood board. Ouais. Avec du sang partout. Il n'y avait pas trop de débat. C'était plutôt, est-ce qu'on pourrait s'arrêter là? Et pas aller plus loin. Et pas aller plus loin. Parce que c'est pas notre vocation. Mais vous y allez quand même de temps en temps, vous allez quand même. Oui, mais c'est parce que ça fait partie de la diversité de l'offre et qu'il faut faire en sorte d'en avoir pour tous les goûts. À partir du moment où on a des séances de programmation de tailles différentes pour essayer de toucher tous les publics, mais pas nécessairement au même moment, il n'y a pas de raison de s'exclure des genres. Okay. Tant qu'on reste dans la loi et on est fidèle à notre cahier des charges. C'est juste qu'il y en aura moins, quoi. C'est ça le... Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un film livré, franchement ça doit arriver souvent, diffère beaucoup de celui qu'on vous a présenté sur scénario? Et comment ça se passe dans ces cas de figure? Alors, souvent non. Oui, ça nous arrive. Il y a différentes explications qui nous sont données. Soit que le film ait connu des difficultés au montage, par exemple, qui ont engendré presque une réécriture au montage. Mais parfois ça fonctionne, hein. C'est pas parce que c'est différent du scénario que ça fonctionne pas. Et puis il y a des réalisateurs, alors de moins en moins, mais moi j'ai connu ça, qui considèrent peut-être toujours encore le scénario un peu comme un canevas. Et tout n'est pas totalement écrit. Et puis des réalisateurs, je citerai pas le nom, talentueux, qui ne tournent pas en fait ce qu'ils vous proposent. C'est qu'ils vous font un scénario pour vous rassurer et qu'ils vont faire autre chose, Oui, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas si ça nous rassure, mais en tout cas, qu'ils vont pas tourner au final ce qui a marqué dans le scénario. On les a identifiés, on les connaît, la prise de risque, on la prend ou on la prend pas, voilà. Mais ça reste quand même assez marginal. Et dans la programmation, ça change quelque chose pour toi? Ça te fait changer ta programmation, ces cas de figure, ou au final, pas du tout? Bah non, Okay. pas du tout. Vous recevez aussi des scénarios qui parfois sont trop longs, mais qui sont dans une urgence relative, hein, de mise en production, de partir en tournage. La fenêtre de disponibilité des acteurs, par exemple, ou des choses comme ça. Et on peut penser qu'on aura quelque chose d'un peu différent, que tout sera pas forcément tourné, voire ils tourneront mais ils couperont. Oui, sera c'est plus ça. sec après. Pour rester dans une zone de durée acceptable. Alors peut-être qu'avec la pression financière globale, parce qu'aujourd'hui quand même on est un peu dans un cycle un peu dépressif en termes de financement, hein. Le service public a moins d'argent, les chaînes privées ont moins d'argent, et les entrées en salle l'année dernière n'étaient pas ultra florissantes, les distributeurs sont relativement fragilisés, donc peut-être que les producteurs maintenant vont faire un tout petit peu plus attention et Dès le scénario, parce qu'en fait c'est quand même du temps et de l'argent gagné. Ça sert à rien d'écrire 160 pages, de nous donner ça à lire pour après faire un film d'1h30. Je caricature, mais on a eu quelques petites... Je me souviens dans L'Amour ouf, où l'émission de cinéma de France Télé Beau Geste était allée sur le tournage d'une scène que je n'ai jamais vue, qui est une grande chorégraphie avec plein de gens qui dansent dans le sud de la France. Bah, c'est une chorégraphie. Bah, tu vois bien que cette scène de danse existe, mais elle a été extrêmement raccourcie. Très très raccourcie. Moi, j'ai jamais eu de surprise en projo avant mix, en découvrant un objet qui n'avait rien à voir avec eux quand même. Mais après, ce qu'on découvre, c'est est-ce qu'il y a une patte de réalisatrice ou pas. Voilà, c'est ça, c'est la mise en scène surtout qui va nous étonner à ce moment-là. Il y a peut-être une vigilance après la commission d'enquête que tu as mentionnée en intro. Oui, hors micro, mais sur la violence sexuelle dans l'industrie. Oui, c'est qu'une petite vigilance sur les scènes d'intimité. Vous écrivez ce que vous allez tourner et comment vous allez le tourner, et pas on les découvre après coup. On a eu quelques mésaventures dans le passé récent qui sont plus acceptables en fait, ça. Sur ce sujet précis. Hein. Comment le succès ou l'échec d'un film à l'antenne, un film que vous avez préacheté en l'occurrence, va influencer vos achats futurs? Le cinéma, il est programmé à France Télé de façon différente des autres genres de programmes parce que c'est un objet unitaire qu'on peut poser en grille un peu comme on veut dans notre fenêtre de droit. Alors que les films de télé, les séries, les documentaires, les magazines d'information, etc. sont souvent sous la pression pour être programmés de leur contexte de programmation et de l'actualité générale. Parce qu'on sait qu'ils seront tel jour à telle case à telle heure, donc on sait ce qu'on attend d'eux. À peu près, on sait que telle série doit revenir à peu près toujours au même moment dans l'année, etc., etc. Bon. Nous, le cinéma, il est programmé de façon beaucoup plus opportuniste
par nos collègues de la programmation pour rééquilibrer, par exemple, la couleur d'une semaine. Si on est dans une semaine où on fait des commémorations sombres, etc., ils vont essayer de privilégier un film plus léger, etc. Bon, donc il y a cet aspect-là qui est très spécifique à nous, qui ne dépend pas de la qualité du film, mais qui est cette programmation opportuniste. Quand la programmation est faite, que l'audience arrive, le premier sujet est de voir si la performance est intrinsèque au film versus les éléments exogènes au film. On n'avait pas prévu qu'on allait se prendre telle programmation en face de nous. Il faut savoir que les chaînes comme France Télé déposent tout en même temps, le même jour, le mardi à 14h, leur grille de dans 3 semaines. Donc, on découvre notre concurrence. Hors événement sportif qu'elle est à l'avance. Tout le monde savait qu'il y avait les JO de Milan depuis des lustres. Ça, c'est pas une surprise. Ou les élections municipales les 15 et 22 mars, ça on le sait. Mais en revanche, savoir quel est le film en concurrence, quand un producteur nous dit vous m'avez mis en face du film de TF1, franchement, on n'en sait rien puisqu'on l'a découvert le même jour que TF1 a découvert que nous, on mettait tel film. Ok, intéressant. Voilà. On n'anticipe pas forcément toujours bien notre concurrence. Ok. Donc tu peux avoir des films qui se prennent une concurrence hors norme et qui vont mal marcher. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts pour la cause. Parfois, ces films-là, on les rachète. Aujourd'hui, dans les 500 films qu'on diffuse, donc 440 qui sont des achats. Et non pas des préachats, c'est ça que tu veux dire ? Et non pas donc des films inédits. Ouais. Ce sont des rachats ou des achats. Donc dans ces 430, 440 films, à peu près la moitié sont des films qu'on a coproduits dans le passé. Donc une rediffusion. Donc une rediff. Donc des films qui ont été diffusés sur France 2, on les rachète sur France 3, ou ils ont été diffusés sur France 2. Ils n'ont pas bien marché, mais on sait pourquoi, et on les rachète quand même parce qu'on se dit que ça marchera mieux la fois d'après. C'est dû au contexte et pas au film, etc. Exactement. Okay. Et puis tu as, le dernier point, on regarde aussi comment s'est comporté le public. Un film qui commence haut, pour reprendre l'exemple de 120 battements, et qui termine très bas, donc en piste de bobsleigh, là, puisqu'on est au moment des JO d'hiver, au moment où on se parle, c'est un film qui a peu de chances d'être racheté par France Télé. Donc il y a quand même cet argument qui peut intervenir du coup. Oui, mais on sait jamais comment les gens se comportent quand ils voient un film en salle. En général, ils sortent pas de la salle, sauf si le film vraiment est insupportable. Mais par contre, à la télé, on le sait très précisément. On peut le voir à la seconde près, qui est parti, qui est revenu, et on a une courbe. Ça ressemble à un encéphalogramme, donc on peut se comparer. C'est au moment où il y a la scène comme ça, les gens sont partis, on en a perdu, ou au contraire, ils sont restés jusqu'à la fin. C'est un plateau, c'est génial. Mais l'avantage que je disais tout à l'heure, c'est que n'empêche qu'un film pourrait être diffusé à un autre moment, au-delà du fait que vous savez pas la concurrence qui est en face, donc ça vous donne un avantage par rapport à la fiction de grille, qui fait que vous êtes peut-être moins regardant sur les audiences, peut-être. On est plus tolérant avec le cinéma, parce que sinon on le ferait pas. Et puis t'as une autre vue. Il y a deux façons de voir une performance de film en salle, surtout quand on est le service public. Depuis le Covid, on a diffusé beaucoup de films qui n'avaient pas fait beaucoup d'entrées. Parce que en sortie de Covid, ça a été un massacre dans les salles. Et puis ensuite, on voit qu'en salle, le public, parfois, il est beaucoup plus dur. Il n'a pas la curiosité, il va pas voir le film. Et nous, pourtant, ces films-là qui n'ont pas fait 100 000 entrées, on a réussi à les amener à 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs. Ce qui est dingue. Et l'année dernière, en 2025, on en a eu beaucoup. On a eu, paradoxalement, beaucoup de films qui tournaient autour des 2 millions de téléspectateurs, sur France 2 ou sur France 3, plutôt France 2 que France 3, alors qu'ils avaient en magasin, en notoriété préétablie, entre 70 000 entrées pour le plus petit et 1 million d'entrées pour le plus gros. Donc tu vois, une désynchronisation totale, vraiment totale, entre ce qui s'est passé en salle il y a 3 ans et ce qui se passe sur France Télé aujourd'hui. Alors, effectivement, si on nous propose un projet qui a les mêmes caractéristiques, ça n'arrive jamais, parce que comme on le sait, tout est prototypal, qu'à un succès qui vient d'être diffusé à l'antenne, on aura plutôt un regard accueillant et positif. Ceci dit, avec tous les éléments de concurrence qu'il faut analyser, endogènes, exogènes, se poser la question de savoir si nous, on a bien programmé, s'il n'y avait pas une réserve de public à aller chercher ailleurs, etc. Ceci dit, au-delà du succès, on peut aussi se dire, quand on prend l'exemple de ces films qui n'ont pas fait des scores incroyables en salle, mais qui, je pense par exemple au premier film de Sarah Succo, qui s'appelle Les Éblouis, qui est sorti par Pierre Hamid, qui doit faire à peu près 230 000 entrées salles. Ce qui est tout à fait honorable, encourageant, et qu'on décide d'éditorialiser en soirée événementielle spéciale autour de la lutte contre les sectes. Donc on le diffuse un mardi soir en prime, avec encore une fois un dispositif de plateau derrière, et le débat. On fait x10 par rapport au score salle. Donc on est à 2,5, ce qui est génial, on est hyper content, on a une super belle courbe. Ceci dit, comment on analyse ce résultat, c'est on a fait un super boulot de chaîne vivante, ancrée dans la société, on a porté un sujet digne d'être diffusé dans le grand public. Ceci dit, est-ce que pour autant on doit réengager le même film ? C'est ça que j'avais demandé. Est-ce que du coup vous vous dites, tous ces projets comme ça, on va dessus, ça... Non. Mais il faut jamais réengager les mêmes. Parce qu'ils ont un caractère événementiel. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à les mettre en avant et à en faire des objets
unique. Et si on répète la recette... Ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous allez ni ne pas le prendre, ni plus le prendre pour des raisons... Mais bien sûr, mais c'est pas parce que un petit truc en plus, ça fait je sais plus combien de millions d'entrées, que si vous allez prendre des films sur handicapés, ça va faire la même chose. On le sait, enfin c'est évident. Il y a un cynisme qui dit quand même que les chaînes font ce qui marche, ils veulent ce qui marche. On entend beaucoup dire des producteurs qu'il faut leur proposer ce qui a marché la veille. Enfin, ils disent souvent ça vis-à-vis des diffuseurs. Bah non, justement, pas dans le cinéma. Prenons l'exemple de, là c'est hors Covid en plus, le petit locataire qui était sorti par Diafana, il me semble à l'époque, qui avait vraiment pas performé en salle, et il a tellement bien marché sur nos antennes qu'on l'a même racheté au moins une fois. Si c'est pas deux d'ailleurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs ce métier. C'est qu'il n'y a pas de modèle à appliquer. On n'a pas demandé des films comme Le petit locataire derrière, c'est pas le sujet en fait. Mais ça vous paraît une évidence, mais encore une fois, de ce qu'on projette des diffuseurs, c'est pas ça. Donc c'est intéressant que vous nous le disiez là. Si on était un diffuseur commercial qui vit de la publicité uniquement, donc privé, la tentation est sur le cinéma étranger comme sur le cinéma français d'essayer d'aller vers des franchises, des produits qui sont rassurants. Des familiarités, ouais. Oui, des familiarités. Et c'est pas une critique, ce que je dis là, c'est juste c'est un des moteurs. Là où à France Télévisions, l'objectif, il n'est pas exactement celui-là. Quand on déroule tous les objectifs éditoriaux, de cahier des charges, d'accord avec la profession, etc., qu'on met tout ça dans une grande moulinette sur Excel, et on se dit, bon alors, c'est quoi le menu ? Évidemment que la place du prototype, elle est immense. Mais c'est important de le rappeler parce qu'on pourrait être dans une société où le pouvoir politique vous demande de faire, je cite entre guillemets, des films qui marchent. Là, on se rend compte que la pratique rejoint la théorie de votre métier. Vous me confirmez que, effectivement, c'est pas sur ça que vous raisonnez. C'était aussi pour ça que je posais la question. Mais il y a des députés qui nous demandent pourquoi on a fait des films qui marchent pas. C'est pour ça que je posais la question. Comment vous avez vu évoluer votre métier, votre marché au fil de votre carrière ? Ça s'est radicalisé, je dirais, sur des très gros films qui se montent assez facilement finalement. Enfin, les méga blockbusters français, on va dire les 30 millions d'euros et plus. Ouais. Avant, on les comptait sur les doigts d'une demi-main. Oui, d'un doigt. Quand je dis avant, il y a 15-20 ans, parce que moi j'ai connu un petit peu la concurrence avec TPS quand j'étais à Canal et surtout la concurrence avec OCS avant, donc la période 2005-2015. Ces méga blockbusters, on les avait pas si souvent que ça. Alors que là, surtout depuis le post-Covid, avec les 2-3 mousquetaires, et puis les 2 De Gaulle, et puis Aznavour, et puis Monte Cristo, etc., on voit arriver des méga blockbusters. Nous, on en a attrapé 2 sur 5 ans. L'Amourouf et Chien 51, en très très cher. Paradoxalement, des films qui ont vraiment réussi à se monter. En fait, l'élément structurant, donc c'est pas lié au scénario, c'est que historiquement, la concurrence, qui donc est inflationniste, dans les devis de production, elle se portait sur les services payants, et beaucoup plus sur les chaînes gratuites, TF1 contre M6, avec un peu de temps en temps France Télé. Aujourd'hui, la concurrence, elle est énorme sur les services payants. Ils s'empilent les uns sur les autres. Mmh. Vous pouvez avoir 5 ou 7 millions d'euros d'une chaîne payante, plus 5 à 7 millions d'euros d'un streamer. Sur le même film. Parce que c'est pas les mêmes fenêtres. Non, c'est pas les mêmes fenêtres, mais c'est une forme de... vraiment, il y avait que ça pour nous. Alors qu'historiquement, la télé payante, elle était quand même plus écuménique. On prend un peu tout, etc. La concentration des investissements des services payants sur les mêmes films favorise ces méga blockbusters. Ah, okay. La concurrence entre les chaînes gratuites, elle a pas bougé. On est en concurrence de temps en temps avec TF1 M6 sur certaines propositions et TF1 contre M6. Ça existe. Et après, ce qui reste, c'est des plus petits films, des films qui sont, on va dire, déshabillés d'un point de vue financier. Enfin, est-ce que tout est pris par les gros films ou est-ce que ça change rien sur le reste du répertoire pour vous dans ce qui vous est proposé? Ça a un impact effectivement sur les plus petits films du milieu et les films en dessous de 4 millions, où effectivement il y a une forme de précarisation de l'outil de production, avec des coûts de production qui sont inflationnistes et des boîtes de production qui sont en vraie difficulté financière. Donc ça, c'est effectivement inquiétant parce que cette bipolarisation, elle existe depuis un certain temps, mais là, on voit bien que ça se radicalise encore plus. Ouais. Oui, et puis je rajoute à ça, je veux dire, toutes les séries, enfin, donc certains réalisateurs, casting avec, qui sont bloqués des mois entiers pour des séries de streamers, et donc ils disparaissent de l'écosystème. Du marché, du marché. Donc c'est plus difficile d'avoir un casting important parce qu'ils sont mobilisés plus longtemps sur des séries notamment. D'un point de vue artistique, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de diversité au sens origine ethnoculturelle, territoire, classe sociale, handicap, orientation sexuelle, tous les grands items de la diversité. Il y a plus de représentation de ça dans les histoires devant et derrière l'écran qu'il y a 15 ans. Je me souviens de la période 2005-2010 quand j'étais à Canal où on comparait ce que le cinéma français nous amenait et ce qu'on achetait sur le cinéma étranger, parce que Canal+, à l'époque, achetait énormément de films étrangers, c'est toujours le cas.
J'avais un peu l'impression d'une espèce de dichotomie. Et là, très très franchement, on en a pour tous les goûts, tous les genres, toutes les histoires, tous les points de vue, etc. Je dis pas que c'est des films faciles à monter. Hein. Mais de l'initiative des producteurs, c'est eux qui vous les proposent. Oui, il y a beaucoup plus de paroles que tu vois dans le cinéma, dans les histoires, qu'on n'avait pas forcément de façon aussi prégnante en volume. C'est pas les films les plus chers, loin s'en faut. Ça fait criser quelques rageux, mais globalement, on est un tout petit peu plus proche aujourd'hui, je trouve, dans le cinéma français, de la société dans laquelle on vit. Et ça, nous, en plus, on peut le comparer par rapport aux fictions et aux docs. Dans notre cahier des charges, il faut qu'on soit représentatif de la société dans laquelle on vit. C'est ça, c'est qu'en plus, ça vous permet, vous, d'être plus près de votre cahier des charges. Et donc, on voit bien que le cinéma, il n'est pas du tout déconnant, il n'est pas décalé, en fait. On n'entend quasiment jamais dans un comité cinéma de la part de nos collègues des antennes oh, c'est bizarre, votre film, il correspond à rien dans la société française. On peut nous dire que le film ne les intéresse pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, il y a un peu plus de diversité, je trouve, dans les histoires. Est-ce que vis-à-vis de votre audience, il y a des films qui aujourd'hui, par rapport à avant, sont plus durs ou plus faciles à défendre, qui font plus facilement ou plus difficilement de l'audience? Et si oui, qu'est-ce qui a changé dans la nature de votre audience ces dernières années? Aujourd'hui, encore une fois, parce que je pense qu'on a beaucoup appris en programmation aussi... Et en agilité chez France Télévisions, on arrive à mieux exposer les films qu'on engage en copro et en préachat. Ce qui pouvait être catalogué film d'auteur, festival, pour cinéphiles uniquement, et qu'on aurait pu diffuser la nuit, l'été, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on sait faire et on sait les mettre en valeur, ces films-là, et on sait transformer le regard du public et s'adresser à un public non cinéphile avec des propositions qu'on aurait pu juger comme étant auteuristes. Et donc, je trouve que c'est hyper gratifiant parce que on fait un job d'éducation citoyenne cinéphilique en s'adressant au plus grand nombre possible. Donc, je pense que c'est aussi ça la force de notre service public. L'an dernier, en 2025, 72% des films inédits de filiales ont été exposés en prime time sur l'une ou l'autre de nos chaînes. Okay. On était sans doute à peu près à un tiers, je pense 32%, il y a 10 ans. Ah ouais. Donc c'est pour illustrer le chemin. On bosse utile maintenant, on bosse utile. On a construit des places pour que plus de propositions de films qui pourtant sont complètement indépendantes de nos recommandations sur les scripts, etc. Donc, c'est pas vous qui les commandez? Dans la même indépendance qu'a le cinéma depuis toujours, trouvent leur place à des horaires de grande écoute sur France Télé. Mais il n'y a pas des sujets, tu parles de films en costume, il n'y a pas des sujets, des types de films qui... Petite lassitude du public sur la rediffusion de films en costume, alors que c'est un genre qui rassure les producteurs et le secteur. Oui, enfin j'attends la diffusion du Comte de Monte Cristo, par exemple. Je suis pas sûr que ça... Non, ça va aller, mais nous on a diffusé, on a quelques exemples, tu vois, Les Illusions perdues, qui était un très beau film. Bon, c'était correct, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. De ce qu'il a fait en salle et au César, ouais. Je pense que c'est pas tant le film justement la caractéristique costume qui fait que le film n'est pas immédiatement télévisif. Je pense que c'est son écriture et dans son traitement qui fait que c'est un objet assez sophistiqué. D'ailleurs, ça s'est aussi vu dans les spectateurs salles, qui fait que voilà, c'est pas un objet qui sera un gold stock cinéma qu'on rachètera. En revanche, c'est un grand film de cinéma qui va rester et qu'on aura plaisir à re-regarder dans 20 ans, 30 ans, on lui prédit le long. Donc il n'y a pas un genre en particulier dont vous diriez ça avant ça marchait, ça marche plus et inversement, il n'y a pas un truc qui vous saute aux yeux. Non, on l'a dit sur le polar, ça marchait plus puis ça remarche. Non, il faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. France TV Cinéma et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Cécile, Valérie et Manuel pour leur participation. Merci à Gordana Dinic pour son aide précieuse dans l'organisation. Merci au groupe France Télévisions pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.